Parce qu'en fonction du financeur, on aura des conditions propres à chaque financeur à respecter. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Salut Tanguy, Salut Jimmy. merci d'être avec moi. On va parler dans cette vidéo de pas mal de choses et notamment des étapes une fois que l'on a obtenu notre certificat Calliope, puisque finalement c'est pas la fin, c'est que le début. Il y a tout plein de choses à faire, à bien préparer, à bien comprendre. La première étape, ça marque en fait un cycle de vie. Parce que quand on est Calliope, c'est pas pour toute la vie. On l'est pour 3 ans. Et dans ces 3 ans, il y a des obligations. On va devoir refaire un audit de surveillance quelques mois après. On va devoir respecter quand même pas mal de choses. Et cette vidéo vraiment a pour but de vous présenter toutes les obligations une fois qu'on est certifié Calliope et vraiment toutes les démarches à effectuer. Alors, sans donner d'informations qui pourraient s'apparenter à du conseil, parce que Certifopac n'est pas cabinet conseil, mais bien un organisme certificateur. Ça, c'est très important. Un organisme d'évaluation de la conformité. Voilà. Et donc, dans le cadre de nos activités d'OEC, donc d'organisme d'évaluation de la conformité, nous informons sur les exigences réglementaires pour nous certifier en matière de vie de leur certification. Voilà. Donc déjà, première chose, je publie mon certificat, que ce soit sur mon site ou dans mes locaux. Je télécharge le logo Calliope et je m'en sers de façon conforme à la réglementation. Je vérifie ma présence sur la liste publique des organismes de formation, sur l'annuaire public, pour bien vérifier que je suis référencé. Je me fais connaître auprès des financeurs cibles, parce que être Calliope c'est bien, mais c'est surtout pour être reconnu auprès des financeurs de la formation professionnelle. Je déclare éventuellement les changements pendant mon cycle de certification à Certifopac, un changement d'adresse, un changement de responsable légal, très important, une vente d'activité, parce que des fois ça peut aussi arriver. Je booste mes ventes grâce à l'extension de certification. Ça peut arriver aussi. Je suis certifié sur une catégorie, je vais aller chercher Calliope sur d'autres catégories pour développer mon activité. Je vais devoir remplir quelques mois après mon bilan pédagogique et financier, une démarche réglementaire. Je vais devoir ensuite faire vivre ma démarche qualité par rapport aux obligations Calliope, à savoir faire un audit de surveillance et de renouvellement si je veux ensuite poursuivre après 3 ans. Un petit point bonus, mais ça on en parlera à la fin. Si je ne suis pas encore certifié par Certifopac, je peux transférer mon dossier chez Certifopac, mais ça on vous en parlera. Donc c'est 10 points, 10 étapes presque, alors qui peuvent être assez complémentaires et qui peuvent presque se faire pour la plupart en parallèle. Là si je prends les 4 premiers points, ça peut quasiment être fait dans une semaine ou deux, ça on peut faire des choses assez rapidement. Donc déjà Tanguy, sur le premier point, pourquoi on doit publier son certificat et puis quel dispositif Certifopac va vous mettre à disposition pour publier son certificat. Alors, sur la publication du certificat, déjà on peut rappeler que c'est une exigence réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque organisme certifié a l'obligation soit d'afficher son certificat dans ses locaux, s'il a un site web, sur son site web. On n'a pas d'informations particulières, à quel endroit ça doit être, dans le site web ou dans les locaux ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est libre à chaque organisme. C'est une faille de la réglementation. Voilà, le comment, en fait, c'est libre à chaque organisme de le pratiquer en fonction de ses spécificités. Nous, ce qu'on va mettre à disposition pour le certificat, donc nous, on va jamais vous dire tenez, le certificat, il faut l'afficher de telle ou telle manière. C'est juste que dans notre application Apollo, vous pouvez aller télécharger votre certificat et vous servir justement du lien de téléchargement pour une redirection éventuelle. On a un certificat en format PDF. Exactement. Donc là, c'est le certificat classique qu'on peut ensuite envoyer par mail. Qui peut être imprimable, qui peut être envoyé. Okay. Mais quand même, nous on aime bien le deuxième dispositif qui est un certificat au format web. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un URL unique pour chaque organisme certifié. Tout à fait. Par nos soins. Et cet URL, c'est le même dans le temps. Demain, vous changez, je sais pas moi, vous rajoutez une activité, vous changez d'adresse, il y a un truc à modifier sur le certificat, ou alors il y a une date d'échéance à mettre à jour parce que vous avez renouvelé 3 ans après. C'est le même lien. Donc si vous l'avez mis sur votre site et que vous l'avez partagé, ce qu'on appelle sous format backlink, donc c'est-à-dire par exemple vous mettez votre image ou alors un petit bouton consulter mon certificat. On n'a pas besoin d'aller venir mettre à jour tout ça à chaque fois. Ça fait la redirection sur la page et c'est génial parce que même aussi pour vos partenaires, pour les financeurs ou autres, c'est un lien qui dit ok,
à l'instant T, l'organisme est certifié. Et d'un point de vue sécuritaire, Bah, c'est bien mieux qu'un on qu'un peut pas les, PDF. on peut pas les modifier les informations qu'il y a sur ce lien. Voilà, Voilà, un fichier PDF. Bon. on est seul maître de ce. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Donc il y a une Exactement. page du site Certifapack donc, qui s'appelle vérifier si mon certificat Calliope est bien valide. Mm. Donc c'est la page vérification. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, une fois certifié, j'ai mon URL qui m'est propre. Mm. Et je peux faire ce que je veux. Je peux le partager, je peux le mettre sur mon site, si j'ai un site d'ailleurs. Je peux le Et, mettre sur mon LinkedIn ou autre. et sur la page que tu mentionnes, la vérification du certificat, alors il me semble, hein, tu me corriges, mais on peut rentrer le numéro sirène d'un organisme Oui, et ça va afficher, alors si cet organisme est, et est certifié par nos certifié soins. par Certifopac, ça va afficher justement l'organisme, Son certificat. son certificat, son statut de certification. Donc ça, c'est le premier point. Alors, pendant qu'on en est sur ce sujet-là de je publie mon certificat, puis j'ai cette exigence de le mettre sur mon site ou autre, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que très souvent, les organismes vont vouloir télécharger le logo Calliope. Oui. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur Apollo, vous avez toutes les images qui sont en format JPEG, PNG. On a aussi le format vectoriel aussi, certains nous le demandent pour leur communication, pour leur support de com, pour après le retravailler sur des outils tels que Photoshop, InDesign ou autre. Ce qui est déjà super important, c'est que télécharger le logo, c'est bien, mais respecter ces règles d'usage, c'est encore mieux parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Il y a encore trop d'organismes qui font une passe sur les règles d'usage. Qui se méprennent sur les règles d'usage. Voilà. Alors c'est tout bête, on va pas rentrer dans le détail. On a une vidéo qui est très spécifique sur le sujet que vous pouvez consulter sur sur la page du site Logo, donc Logo Calliope. Comment on utilise, quelles sont les règles d'usage. Très vite, les règles d'usage, si on veut être le plus synthétique possible, le logo, il doit pas être associé au final à une prestation en particulier. Pourquoi ? Parce que c'est pas la prestation qui est certifiée, mais c'est le processus. Donc on est vraiment sur un usage plutôt général. Voilà, l'organisme a un processus formation certifié Calliope et non pas une formation en truc muche certifié Calliope. Voilà. Ça, c'est déjà le premier distinguo. Et le deuxième, c'est que le logo, forcément, c'est un très bon vecteur de communication. C'est aussi une fierté parce que quand on utilise le logo, on dit ça y est, j'ai réussi, ça y est, j'y suis, je fais partie du club des certifiés. T'as la Marianne République française. Enfin, voilà, c'est un truc un peu officiel quand même. Exactement. Ça fait plaisir aussi. Et souvent, ce que les organismes oublient, c'est que le logo, on ne peut pas l'utiliser seul, on doit toujours mentionner son périmètre de certification. C'est-à-dire pour quelle catégorie on est certifié. Si je suis un organisme de formation par apprentissage et que je ne le précise pas que je suis certifié sur cette catégorie, ça peut apporter une confusion au public qui peut voir cet usage et qui peut penser que justement vous êtes certifié pour du bilan de compétences ou de la formation continue. Donc là, ça a toute son importance et tout ça, nous, on a aussi la responsabilité et l'obligation de mener des actions de contrôle qui vont se traduire déjà systématiquement qu'on va effectuer lors des audits de surveillance, mais qui peuvent aussi être effectués tout au long du cycle de certification. Donc il ne faut pas s'inquiéter si par exemple un mois après avoir été certifié, on reçoit un mail avec Certifopac qui nous dit le logo est mal utilisé, il faut faire une correction. Donc il vaut mieux bien prendre son temps, une fois certifié, d'aller consulter le règlement d'usage. Quand on est certifié, dans le mail de certification, en tout cas nous dans notre process actuel, on va déjà mettre à disposition tout le package logo Calliope avec les documents, les règles, charte d'usage, charte graphique. On a toute l'info sur comment bien utiliser le logo. Voilà, derrière nous, c'est forcément sur ces documents-là qu'on va faire référence si jamais on a quelque chose, une correction à demander. Une fois que tu as fait ça, tu peux aussi en parallèle, et ça c'est la troisième étape, aller consulter ce qu'on appelle la liste publique des prestataires de formation. C'est une liste qui est encadrée par la réglementation, par le code du travail. C'est une obligation d'État où le ministère chargé de la formation professionnelle communique sur tous les organismes de France qui disposent d'un numéro de déclaration d'activité et surtout communique aussi sur le statut de cet organisme par rapport à la certification Calliope. Ça veut dire que tu vas retrouver dans cette liste 4 colonnes pour les 4 catégories d'action, formation, VAE, bilan de compétences, apprentissage. Et pour chacune, tu vas voir si oui ou non, ils sont certifiés Calliope. Donc ça, c'est super important quand même d'aller vérifier la présence de votre organisme de formation sur cet annuaire, parce que les financeurs, vos partenaires, les entreprises ont aussi accès à ces informations. Si vous n'êtes pas référencé dessus, ça ne va pas aller. On a une vidéo dans laquelle on explique vraiment tout le détail du process, parce que nous, toutes les nuits, on a toutes les infos d'Apollo qui vont justement vers cette base documentaire avec un système d'API et autres. Et derrière, si on certifie quelqu'un chez nous le mercredi, il apparaît sur la liste publique le jeudi. C'est aussi important quand on choisit son certificateur de prendre quelqu'un qui a les outils
pour apporter une extrême réactivité sur le statut d'un certificat. En fait, ouais. Parce que bah, voilà, certains des fois envoient les fichiers à la main, ou certains, et ça c'est même encore pire, il faut attendre la commission de certification tous les 30 jours pour ensuite pouvoir publier le statut du certificat. Et bah, au final, on est certifié 40 jours après, quoi. Donc, Alors, ce que tu dis, c'est super important parce que si on se repositionne dans le cas de Certifopac, nous, on va avoir au final un délai entre l'information auprès de l'organisme qu'il obtient sa certification initiale et l'information officielle sur la liste. Il y aura peut-être 24, 48 heures, allez voir 72 heures dans le pire des cas. Mais du coup, il ne faut pas s'inquiéter. Ça veut dire que le jour même, la liste ne sera pas actualisée. Et ça sera normal. oui, ouais. Voilà. Après, très souvent, ça se fait en 24 heures. Ça se fait en 24 heures. Sauf bug ou... Exactement. C'est pour ouais. ça que je dis dans le pire des cas, on n'est Ouais. jamais à l'abri. Mais... On est vraiment plutôt sur les aspects liés à la communication, la transmission de toutes les infos publiques sur Calliope, à la fois pour l'organisme sur son site avec son logo et son certificat, et puis de façon générale, de façon nationale, sur le statut même de son certificat Calliope pour les autorités. Je ne sortais l'exemple, j'arrive dans un organisme de formation déjà certifié Calliope, je reprends le bébé, je ne sais plus trop ce qu'il y avait, ce que j'ai à respecter ou autre. Au final, pourquoi c'est un enjeu de déclarer des changements à son certificateur? C'est le prochain point sur les changements. C'est que si tu veux, en fait, quand tu es un organisme de formation, tu t'engages, quand tu es certifié, tu t'engages à déclarer tous les changements qui sont susceptibles de fragiliser ton système qualité. Si par exemple, je sais pas moi, il y a 2 exigences sur le référentiel qui traitent de la compétence des formateurs. Les 2 formateurs que tu as dans ta boîte, ils démissionnent et que tu n'as plus personne, ça fragilise ton système. Donc il faut bien que tu recrutes, que tu mettes en place un autre dispositif, que tu suspendes peut-être tes offres de formation. Tu es censé informer ton certificateur pour dire bon bah là, je suis désolé, je suis plus capable d'être dans les clous pour Calliope. Il y a même un dispositif qui pourrait dire bah voilà, écoutez, on vous suspend temporairement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que vous vous remettiez à flot. Voilà. Ça pourrait être par exemple le cas pour une catastrophe naturelle. Vous êtes centre de formation, il y a un gros incendie, vous n'êtes plus capable de rien, chômage technique pendant 2 mois. Et ben, on va suspendre le certificat Calliope pendant 2 mois, le temps que tout se mette en place. Et c'est pas une punition, c'est juste en fait, c'est comme quand on suspend voilà, des droits par rapport à des assurances autres. C'est un dispositif qui se veut tout à fait correct, quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Et qui se veut aussi tout à fait dans la communication. Il y a un truc Super. aussi qui est super important en parallèle de ces éléments-là, c'est que bon, Calliope c'est bien, mais il faut pas se mentir, quand on souhaite obtenir Calliope, c'est 9 fois sur 10, presque même 99% du temps, pour aller derrière chercher les financements de la formation professionnelle. On pourrait en faire une vidéo complète sur 2-3 heures, tellement on devrait en dire sur les financements de la formation pro. Mais en tout cas, c'est le moment, une fois qu'on est certifié Calliope, d'aller chercher les financements. Et en fonction de la stratégie de l'organisme, en fonction de son public cible, les financements ne seront pas les mêmes. Si on est sur du B2C, donc sur du particulier, on veut aller former les particuliers, je dirais que le marché encore phare, c'est le marché du CPF. C'est pas parce qu'on est Calliope qu'on peut directement aller sur le marché du CPF. C'est il y a ces confusions encore qu'on une marche à graver. Ouais. Aujourd'hui, Il y c'est a- ces confusions qu'on rencontre. C'est allez, je suis certifié. Maintenant, comment j'accède à l'argent? Où est-ce que ça tombe? Ouais, j'arrive au CPF, En fait, tac non, tac, je me mets sur c'est pas comme ça. le code création entreprise et puis je fais En n'importe fait, quoi. même la certification Calliope n'est qu'une condition parmi d'autres pour obtenir des financements. Parce qu'en fonction du financeur, on aura des conditions propres à chaque financeur à respecter. Bien sûr, Calliope, ça va rester quand même un gros travail. Pas C'est l'accès un au travail financement. à part entière de comprendre les types de financeurs et de financements possibles en Déjà d'une, fonction ouais. de sa cible pour pas faire n'importe quoi. Ah Parce oui. que on peut pas, quand on arrive comme ça, on est nouvel entrant, tu peux pas arriver et puis faire du CPF, de l'OPCO, du FNE formation, du plan d'investissement pour les compétences. Enfin, non, à un moment donné, il faut choisir en fonction aussi de sa stratégie, de ses ressources humaines ou matérielles. Typiquement, maintenant, c'est quasiment impossible, si t'as pas de local, de répondre à certains appels d'offres. Ou de répondre à des financements France Travail, parce que France Travail, en fonction, par exemple, si c'est pour une formation bureautique, ils vont te dire, bah non, attendez, on est sur des publics qui sont plutôt éloignés de l'emploi, on va pas les mettre sur du e-learning. Ah oui. Donc il faut des locaux qui soient accueil URP, machin truc. Donc voilà, Donc, ça toutes pose ces- plein de questions. Ouais. Il y a aussi des financements qui sont aussi plus faciles à avoir que d'autres. Il y a encore celui qui est encore assez bien plébiscité, c'est le plan de développement des compétences
l'ancien plan de formation auprès des OPCO, mais qui quand même voilà, qui se restreint, qui s'est déjà restreint. Maintenant, c'est uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, je crois. Mais en tout cas, c'est vraiment un job à part entière et une concentration à avoir une fois qu'on obtient Calliope. Des fois, on reçoit aussi des mails, c'est les chargés d'affaires ou les certificateurs qui vont recevoir des mails. Ah bah tiens, bah voilà, ok, je suis Calliope. Comment je fais pour être référencé chez l'OPCO Atlas ou chez l'OPCO ou chez l'OPCO EP? Nous, on est Nous, que c'est pas certificateurs. notre boulot. Nous, après, nous, on n'est Voilà. pas. Chaque financeur a son site web. Exactement. Donc, il faut aller sur le site web, il faut se renseigner. Chacun a ses dispositifs de prise en charge de formation. Chacun les communique en début d'année. Après, avec retard ou pas, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, voilà, le but du jeu, c'est d'aller creuser, d'aller chercher les infos et d'aller voir aussi auprès des entreprises si le marché du centre de formation est orienté chez les entreprises. Voilà. Après, il ne faut pas aussi négliger le marché en direct. Les entreprises se financent de plus en plus en direct plutôt que d'aller chercher les financements Ouais, de la des formation. fois pour aller plus vite, en fait. Et puis Voilà, pour, donc tac. ça là-dessus, il n'y a pas de règles et puis tout change très très vite. On est plutôt sur le cadre classique, hein, Ouais. donc chaque étape correspond ensuite à des pages et des vidéos. Si on avance un petit peu, il y a aussi après des dispositifs qui peuvent être intéressants, notamment, j'en parlais tout à l'heure, l'extension de certification Calliope. Je vais prendre un exemple et tu vas me dire après en quoi ça consiste, mais je suis certifié donc sur formation, voilà, sur action de formation, donc je fais de la formation continue. Et puis en cours de cycle, voilà, donc je suis certifié, je sais pas moi, depuis 6 mois, 8 mois. En cours de cycle, je me rends compte que j'ai de la compétence ou alors j'ai embauché quelqu'un qui est, je sais pas moi, consultant en bilan de compétences et je veux ajouter une corde à mon arc. Je veux. On veut rentrer en finale dans le marché du bilan de Exactement, compétences, ouais. tout en bénéficiant des financements. Donc, Voilà. parlez-nous rapidement de l'extension de certification, sachant que c'est pareil, hein, c'est une vidéo à part entière, mais parle-nous-en rapidement, en quoi ça consiste. Ok, donc très succinctement, tout à l'heure je disais, voilà, quand on parlait du logo, on disait quand on est certifié, c'est sur un périmètre. Là, dans ton exemple, comme tu le dis, en fait, le périmètre initial, on se rend compte que c'est la première catégorie de l'action de formation continue. Et là, le contexte chez l'organisme fait qu'on veut se lancer sur du bilan de compétences. Donc l'extension va venir, c'est un process au final, un nouvel audit qui va venir rajouter au final une catégorie sur le certificat qui mentionnera après donc action de formation continue, bilan de compétences. Et tout ça, du coup, c'est une porte d'accès à des financements sur cette nouvelle catégorie. Le process, hein, sans aller dans les grandes lignes, c'est de refaire une demande auprès de son certificateur, justement de lui déclarer ce besoin de faire un audit d'extension. Et il y aura un nouvel audit dont la durée correspondra voilà, au socle réglementaire qui sera réalisé. Et ensuite, lors de l'audit suivant, toutes les durées seront mutualisées. Un enjeu aussi pour développer son activité, Tout à fait. son chiffre d'affaires, son portefeuille client. Ça permet en fait de proposer de nouvelles offres, d'être potentiellement plus compétitif. Une fois qu'on a obtenu Calliope, très souvent, on était donc, on a été identifié comme un organisme nouvel entrant dans le cadre de son activité. Donc, on a obtenu souvent récemment son numéro de déclaration d'activité, son NDA. Un an après, alors très souvent les campagnes démarrent au mois d'avril, donc avril-mai, on va recevoir un mail de la DRETS. Donc la DRETS, on le rappelle, c'est la direction régionale qui est garante de votre numéro d'enregistrement de formation, d'organisme de formation. Vous avez un accès sur un portail qui s'appelle EFP Connect, qui s'appelait avant mesdémarches.emploi.gouv, enfin voilà. Ce portail-là va vous permettre de déclarer ce qu'on appelle le bilan pédagogique et financier. Alors ça, c'est un peu l'étape obligatoire. Tout le monde y passe, que vous fassiez 1 million de chiffre d'affaires ou 100 euros de chiffre d'affaires, peu importe, tout le monde y passe. C'est très important de le déclarer. Pourquoi ? Il n'est pas déclaré, la DRETS, elle peut retirer votre NDA, et donc derrière, vous perdez votre certificat Calliope. Donc nous, tous les ans, au mois d'octobre, il y a les campagnes de DRETS qui arrivent, qui font péter comme ça des dizaines d'organismes parce qu'ils n'ont pas déclaré leur bilan pédagogique et financier. Donc c'est super important, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est assez, c'est assez dirigé comme démarche. Quand vous arrivez sur la plateforme, il y a une page, après il faut déclarer le nombre d'heures en formation, le nombre d'heures que vous avez sous-traité éventuellement, les montants qui ont été générés. Vous avez aussi à déclarer la typologie cible, donc est-ce que c'était pour des demandeurs d'emploi, pour des actifs, pour des retraités, enfin autres. Et puis les types de financement qui ont été demandés, donc OPCO, Pôle emploi ou autre. Moi j'insiste sur ce point parce qu'en plus le BPF est collecté par nos équipes pour les prochains audits. Pour ensuite, c'est une obligation aussi réglementaire. Pourquoi on le collecte ce BPF? Il sert à quoi au final?
Alors, il sert pour 2 points. Le premier, c'est pour, recalculer à chaque audit la durée réglementaire. Parce que au premier audit, entre guillemets, c'est du déclaratif. On nous envoie, un document comptable, on nous dit: «Bah, voilà, moi j'ai fait, 1 000 € ma première prestation». OK, on rentre dans une tranche de chiffre d'affaires qui permet ensuite d'avoir une durée réglementaire, qui est souvent d'une journée pour l'audit initial. Pour la surveillance, si par exemple, on arrive et puis, 1 an après, on se rend compte quand on traite votre dossier que vous avez fait 300 000 € de chiffre d'affaires, on doit recalculer votre durée d'audit parce que vous avez changé de tranche. Mm. Et ça, les 300 000 €, bah, on s'appuie sur le BPF. Mais ça, du coup, moi, ça m'interpelle parce que, en gros, si l'organisme, donc il arrive dans sa période de déclaration du bilan pédagogique et financier, s'il met n'importe quoi dedans, s'il met de la formation, du conseil, ça va impacter sa durée d'audit. Oui, forcément. Donc il Ouais. a tout intérêt à faire quand même le job sérieusement. Bah, le BPF, c'est pas un truc à prendre à la légère. Il y a de Exactement. plus en plus d'organismes de formation d'ailleurs qui se font accompagner par leur expert comptable Mhm. ou par des cabinets spécialisés pour vraiment bien déclarer son BPF. Il y a aussi des choses ou des subtilités à prendre en compte dans ce BPF parce que derrière, ouais, comme tu dis, si on met n'importe quoi, derrière, il faut l'assumer, quoi. il faut l'assumer. Ouais. Ouais. Si vous mettez 1 million sur le BPF, alors qu'en fait 1 million c'est le chiffre d'affaires total de la boîte et que la formation ne représente que 100 000, ben nous, désolé, mais en fait on prend le montant 1 million qui est indiqué sur le BPF pour le calcul de la durée d'audit. Donc ça fait X jours d'audit. Bah, au lieu d'avoir supplémentaires, un jour d'audit, voilà. tu auras peut-être 3 jours d'audit. Ouais, donc c'est quand même super important. C'est assez dimensionnant. Une fois qu'on est certifié, donc une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a déclaré son BPF, donc les mois passent, l'activité fleurit, on l'espère, mais on retoque à la porte assez régulièrement puisque 1 an et demi après, on doit donc réaliser un audit de surveillance. Donc là, voilà, c'est tout un process que l'on explique aussi sur le Ça, site c'est ce que web. tu disais, c'est en gros, c'est l'audit de contrôle qui a lieu pendant le cycle. Audit de contrôle qui est fait très souvent en visioconférence, Mhm. qui est fait très souvent à distance. Ça, c'est la réglementation qui nous l'autorise. Mais pas Ça- systématiquement. Alors, pas systématiquement, voilà, parce que voilà, il y aurait des raisons, même des fois le choix d'un organisme qui nous dirait non, mais moi, la visio, ça me met des boutons, je préfère qu'on se rencontre en présentiel. Ou alors ceux qui sont, par exemple, en région Rhône-Alpes et qui veulent venir dans nos locaux, ils peuvent venir aussi faire leur surveillance dans nos locaux. On peut s'adapter. Au bout des 3 ans, tu peux aussi renouveler si tu le souhaites. Donc là, on rentre en fait dans un schéma qui est très similaire à ce qu'on fait lors de l'audit initial, avec les mêmes durées d'audit, les mêmes documents demandés. Et donc, on peut planifier un audit de renouvellement. Alors, je rentre pas trop dans le détail parce que c'est pareil, ça fait l'objet aussi d'une vidéo complète sur le site. Alors, juste, en fait, tu vois, quand on rentre dans la démarche de certification et qu'on commence son audit initial, bah, on a toute une multitude de docs, d'infos à fournir. Est-ce que ça reproduire à chaque audit, lors des audits de surveillance, renouvellement, ou au final, est-ce qu'on se dit à l'État qu'ils ont ce qu'il faut? Alors, quasiment. Il y aura un peu moins de documents pour la surveillance, parce que D'accord. tu es encore dans le cycle, mais par exemple, pour l'audit de renouvellement, on va redemander tous les documents de l'audit initial. Ok. Donc, par exemple, je sais pas moi, un organigramme, un extrait cabis de moins En de fait, 3 mois, pour enfin, identifier tous les potentiels changements qui se seraient exactement, produits parce que d'une année à l'autre. on a identifié, nous, à peu près en moyenne entre 15 et 20% des dossiers de renouvellement dans lesquels il y a des changements quand même qui sont significatifs. Ah oui. Des fois, nous, on arrive en renouvellement pour relancer, pour planifier l'audit. On nous dit: ah mais j'ai vendu ma boîte. Je dis: attendez, mais non, c'est pas possible. Quand on vend sa boîte, il faut faire une analyse de risque par rapport au système qualité Calliope, tout ça. Il faut nous informer. Le représentant légal de la société a changé. Donc c'est quand même lui qui est responsable de la certification Calliope derrière, qui est responsable aussi s'il y a des litiges. Donc il faut faire super attention par rapport à ça. Donc du coup, quand on vend un organisme de formation certifié Calliope sur le Bon Coin, il faut prévenir son certificateur. Tout à fait, toujours. Que ce soit sur le Bon Coin ou que ce soit sur ou d'ailleurs, Marketplace. D'accord. c'est ça. On en vient donc à la toute fin de cette vidéo, mais enfin, bien sûr, alors quand on fait vivre son certificat, des fois on s'informe, on se rend compte que il y a d'autres certificateurs, et donc il y a une démarche qui s'appelle le transfert de certification. Donc ça peut être fait à tout moment du cycle. Ça veut dire que j'ai été certifié par un autre certificateur. Ou alors pire que ça, mon certificateur m'informe qu'il arrête l'activité. Comme ça, on a pu le voir par le passé. Il y a une démarche qui est réglementée, qui est possible, qui est encadrée, qui s'appelle le transfert de certification. Pour caricaturer un petit peu, vous êtes chez SFR, vous voulez passer chez Free. Il y a une portabilité de votre numéro de téléphone. Free prend contact avec SFR pour les papiers, tout ça. C'est exactement pareil pour Calliope. C'est-à-dire que vous venez chez nous, vous dites bah voilà, moi je veux changer machin. On contractualise. On transmet des infos au certificateur en disant bah voilà, transmettez-nous le certificat actuel, les conclusions de votre dernier audit. Est-ce que l'organisme fait l'objet d'une plainte en cours ou autre?
Derrière, quand on collecte tous ces éléments, on peut être capable de se positionner sur la décision de transfert de certification. On émet un nouveau certificat sans changer les dates d'échéance de son certificat initial, mais il devient certifié chez nous. D'accord, donc en fait, une passerelle entre deux organismes certificateurs. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est possible à tout moment du cycle de certification. D'accord. On a vraiment fait le tour là-dessus, sur toutes les choses à faire, à savoir une fois Calliope en poche. C'était très riche, c'était assez complet. On se rend compte qu'il y en a, mine de rien, Ouais, des il y a, choses, il y a pas mal de choses. C'est vraiment important de bien prendre en compte tout ça parce que le temps passe vite. Vous avez été dans le guidon quand vous avez préparé Calliope. Si vous sortez la tête du guidon et que vous ne pensez plus à Calliope pendant des mois sans penser à tout ce qu'on a dit là, derrière ça peut être compliqué, ça peut mettre à défaut, ça peut fragiliser votre système pour les prochains audits. S'il y a une chose à faire en tout cas, c'est de bien consulter tout ça. En fait, nous, ce qu'on dit toujours, c'est que la certification Calliope, c'est pas juste à chaque audit on se met dedans. Parce qu'au final, il y a une vie, ce certificat, il a une vie, il y a tout un tas d'exigences au fur et à mesure, et on peut être très vite rattrapé par ces exigences, audit ou pas, au final. Jimmy, je te remercie pour la présentation de toutes ces Merci à étapes. toi. On vous remercie sincèrement pour le visionnage. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous, à nous suivre également sur nos canaux de communication, donc LinkedIn, YouTube, Facebook également. Et puis à la prochaine. Merci. Merci.